Avant que vous puissiez poser les questions sur cette première partie, je vais passer la parole à notre collègue qui est campagneur sur l'énergie nucléaire à Greenpeace International et qui va nous parler de ce qui se passe en Belgique, et notamment de l'absence du plan national. Qu'est-ce qu'il dit, M. Gariba, là? Il n'obéit pas à la directive européenne? Allez-y. D'abord, merci pour l'invitation et je suis très heureux d'être ici. I will continue in English if I may. I'm very happy to be. Je vais poursuivre en anglais. Je suis ravie d'être ici, mais je suis un peu triste aussi. Alors, est-ce que vous avez trouvé ma présentation sur votre ordinateur? Et je vais vous expliquer pourquoi je suis très triste. Ma collègue Eva Glorieux va prendre sa retraite cette semaine. Il a beaucoup travaillé sur la question du désarmement nucléaire. Vous pouvez dire qu'il est en quelque sorte le père de la suppression du nucléaire en Belgique. Et il va être guide naturel. Donc si jamais vous voulez visiter la forêt de Soignes, eh bien, il pourra vous la faire visiter. Il pourra vous parler du changement climatique et de la nature. Voilà, donc je le remplace. Ça sera peut-être un petit peu plus grippé que lui, parce que lui, il est vraiment au courant de tout. Mais en tout cas, je voudrais vraiment le remercier pour ses décennies de militantisme, pour son expertise. J'ai beaucoup appris de lui. Merci. Belgium. So if you take the next slide. Transparent suivant. Mais la Belgique, c'est assez similaire à la France. Alors après avoir entendu parler du cuivre suédois, on en revient à l'argile. Il y a beaucoup de similarités. Nous avons aussi beaucoup de colis bitumés, d'installations chimiques, d'entreprises de retraitement des années 70 principalement. Donc on a des problèmes assez similaires que ceux décrits par le docteur Thuillier. Nous avons demandé un rapport avec Greenpeace France, avec le docteur Thuillier. Bon, il a déjà avancé un certain nombre d'arguments que je ne vais pas répéter, parce qu'il les a très bien présentés. Est-ce que nous arriverons un jour à stocker des déchets radioactifs dans des couches profondes d'argile? Alors chaque pays, comme on le disait, a sa propre définition des déchets. On a des catégories A, B, C. B, c'est moyennement à moyenne activité, mais sans génération de chaleur. Donc, enfin, en tout cas, pour ce qui est des déchets à haute activité, on aura deux types de déchets, MOX et autres, donc du combustible irradié. Alors, nous envoyions par le passé des combustibles irradiés à la Hague, mais M. Poncelet a mis fin à ces envois. Il était ministre, il a ensuite changé d'activité. Et si vous lisez le deuxième rapport envoyé par la Belgique à la Commission européenne dans le cadre de la directive européenne, eh bien vous verrez qu'officiellement la Belgique prévoit de retraiter 1000 tonnes de combustible irradié à l'avenir, dans un avenir proche. Sans plus de définition. Non, le transparent précédent, s'il vous plaît. Merci. C'est donc la position officielle de la Belgique. 1000 tonnes seront retraitées à l'avenir, probablement en France, en plus du MOX, utilisé dans les réacteurs nucléaires belges. On aura aussi des déchets de Tiange et de Doul, des déchets en stockage humide. On aura aussi des déchets qui devront être stockés à sec.
Et la question qui se posera sera la suivante. La Belgique a décidé de renoncer au nucléaire d'ici à 2025. Certains pensent qu'il y aura une extension avec 2 réacteurs pour une dizaine d'années. Mais bon, en tout cas, l'intention est là de sortir du nucléaire. Et si la Belgique retraite 1000 tonnes de plus, eh bien, on ne sait pas ce que la Belgique fera du plutonium ou de l'uranium retraité. Donc voilà les questions qui se posent et qui sont soulevées par cette publication. Ensuite, pour les déchets de haute activité, eh bien, un plan a été proposé par l'équivalent de l'ANDRA, Andrafniras, c'est donc le pendant belge. En 2011, un plan sur les déchets nucléaires a été publié et il s'est concentré sur l'argile de Bohm. On a un centre de recherche qui a un laboratoire depuis une trentaine d'années et qui étudie la viabilité de ce site, 220 mètres de profondeur. Cette couche d'argile de Bohm, vous la voyez ici indiquée en bas à gauche, est très proche de l'aquifère, elle est fractionnée, elle est assez mince, cette couche d'argile. Bon, le docteur Thuy l'a dit. Si vous percez un tunnel dans cette couche d'argile, vous perturbez le milieu naturel, 8 mètres pour le tunnel, et puis il faut compter en fait 14 mètres de hauteur au total pour une couche qui fait à peu près 120 mètres de hauteur, qui comprend du sable, entre autres, et puis on a l'aquifère qui est juste au-dessus. Donc c'est vraiment problématique. Si l'on allait plus en profondeur, on aurait un autre type d'argile. Et puis de toute façon, il faudrait respecter 2 règles de base, à savoir qu'il faudrait que la couche soit suffisamment en profondeur et qu'elle soit suffisamment importante. On est ici assez près de la frontière néerlandaise et les Pays-Bas et la Belgique ont une politique informelle, à savoir que l'on a un stockage à Kovra et qu'il y aura une coopération entre la Belgique et les Pays-Bas sur un site très proche de la frontière, mais en Belgique. Donc il y a des problèmes en fait dans les 2 pays. Il n'y a pas de position officielle, mais c'est en fait un secret de polichinelle. Alors le docteur Thuy a beaucoup parlé de tout cela, donc je ne vais pas le répéter. Il a parlé de la production d'hydrogène, des risques d'explosion, des risques d'incendie. Il y a un point spécifique pour la Belgique, à savoir que la politique officielle belge est de stocker le combustible usagé dans des couches d'argile avec des conteneurs qui sont assez grands. Donc, vous imaginez ce qu'il en est de la maintenance de ces énormes conteneurs. Comme pour Bure, il y aura un puits vertical, c'est-à-dire que l'on n'aura pas une pente, mais un lâcher vertical en quelque sorte. Et si quelque chose arrive lors de la descente de 400 mètres à peu près, effectivement, ça sera un énorme problème. Pour le MOX usagé, il y a du plutonium, de l'uranium, donc on a des problèmes ici très clairs, peut-être plus clairs encore que pour le cas français. Transparent suivant. Qu'en est-il du processus? Parce qu'on a ici entendu la
présentation concernant la directive de 2011, avec des points qui intéressent beaucoup la Belgique. 2011, l'autorité ONDRAF a publié son plan pour la gestion des déchets, avec une évaluation d'impact stratégique et environnemental, une consultation, avec beaucoup d'opposition, ce qui est surprenant ou pas selon comment on prend les choses. Et puis, il y a eu ce rapport aussi qui a été publié et qui fait part de points similaires à ceux que le docteur Thuillier a présentés, la qualité de l'argile, les aspects géologiques. En 2015, le régulateur nucléaire, ce n'est pas le gestionnaire des déchets, c'est l'équivalent de l'ASN en France. C'est le régulateur qui octroie les licences pour de tels projets. Donc cette autorité de sûreté nucléaire a été très critique vis-à-vis du plan proposé par l'ONDRAF. Et cette autorité a déclaré qu'il n'était pas encore possible de retenir l'argile comme solution. Suite à cette décision, le gouvernement belge a demandé à l'ONDRAF de revoir sa copie et d'envisager toutes les options d'enfouissement, donc les autres options que l'argile. Et c'est ce que l'ONDRAF est censé faire pour l'instant. Mais en fait, il continue à explorer la piste de l'argile de Beaume. Alors, je ne peux pas vous donner plus de détails parce que je ne suis pas encore au courant de tout, mais cette année, il devrait y avoir une nouvelle étude d'impact stratégique et environnemental. Je n'ai pas encore la date de cette étude d'impact, mais en tout cas, nous suivons les choses de très près. Le régulateur a donc pris position en 2015 concernant le plan de 2011 et il a dit que, à ce jour, aucune analyse de sécurité n'a été présentée pour avis au régulateur, démontrant que les formations d'argile peu indurées présentent des performances de confinement et d'isolation suffisantes. Et la phrase suivante est intéressante. On parle du principe d'optimisation. Alors pour ceux qui connaissent cela, il y a un régime international de protection contre les radiations qui figure dans les directives européennes et donc dans le droit européen. Il y a 3 piliers pour la protection, la justification, la limitation et l'optimisation. Et l'un de ces piliers est présenté comme le principe d'Alara, à savoir qu'il faut que la dose auquel la population est soumise soit la plus faible possible. Et si on peut limiter le risque, eh bien il faut le limiter. L'agence a dit la chose suivante. Vous ne vous êtes penché que sur la question de l'argile. Or, vous auriez dû envisager toutes les options et ensuite, du point de vue technique, il faudra retenir l'option la plus sûre et la technologie disponible dans ce domaine. Donc c'est vraiment un problème formel. Alors j'entends dire qu'en France, ce processus n'a pas été mené puisqu'on a étudié que l'argile et pas le granit, par exemple, du point de vue technique. Si vous lisez l'avis du régulateur belge, vous verrez qu'on parle de principes juridiques universels. Donc ce sont ces 3 piliers du régime de protection contre les radiations. Et on se dit que s'il y a un problème ici, eh bien, il risque d'y avoir des problèmes aussi ailleurs dans d'autres pays. C'est pourquoi je me permets d'insister là-dessus, parce que les documents belges en plus sont disponibles en français, donc ça pourrait vous intéresser de les consulter. Du point de vue formel, il n'y a pas de plan adopté en Belgique, pas de plan officiellement adopté en Belgique. Donc la Commission, évidemment, n'est pas très satisfaite de la situation. Je vous mentionne ici une publication intéressante
d'un projet commun. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail, vous pourrez consulter ces documents, mais en tout cas, il n'y a rien en Belgique, pas de plan concret, même pas de décision pour l'argile. Et on a passé 30 ans à étudier cette couche à 220 mètres. Donc on ne sait même pas si l'expérience pourrait être répétée à 400 mètres ou 600 mètres de profondeur, avec un autre argile, avec d'autres conditions. Donc nous sommes très loin de disposer d'un concept. Le financement. Il y a des liens intéressants entre ce que j'ai dit jusqu'à présent et le financement. Nous avons une commission qui gère ce qu'on appelle les Synatom Funds. Synatom, c'est une filiale à 100% d'Electrabel Engie qui gère le combustible irradié, les déchets nucléaires des centrales nucléaires et qui est aussi responsable d'autres questions. Mais ici, je vais vous parler de l'aspect lié aux centrales. Donc, il y a ici donc un indirect avec Engie Electrabel. Donc en fait, on prend l'argent dans une poche et on met l'argent dans l'autre poche. Alors ce qui est intéressant, c'est le taux d'intérêt. Parce que cette commission a pris en compte le contexte international en disant que le taux d'intérêt était trop élevé en 2015 et qu'il fallait donc le faire passer à 3,5% en 2018. Et c'est la raison pour laquelle on a une augmentation de 3 milliards entre 2015 et 2018. La capitalisation du fonds est directement liée aux hypothèses de départ et à la fixation du taux d'intérêt. J'y reviendrai dans un transparent suivant. Étant donné que nous n'avons pas de plan, mais que nous allons peut-être devoir aller à une profondeur bien inférieure, ou bien supérieure, pardon, à ce que nous envisagions, eh bien, l'ONFRA a fait des estimations l'année dernière et en a conclu que les coûts, les hypothèses de coûts risquaient d'être multiplié par 3 pour un enfouissement. Mais il y a une grande part d'incertitude quant à ces hypothèses. Et puis, il y a aussi un problème de disponibilité, parce que si Engie, ou plutôt ce qui est plus probable, si Electrabel fait faillite, eh bien, que va-t-il se passer? Il y a des contradictions, parce que plus il y aura de problèmes avec les déchets, plus ce sera intéressant pour les propriétaires de ces déchets. D'ailleurs, c'est ce que Synatom a dit très clairement. On pourrait avoir des coûts 3 fois plus élevés que ce qu'on prévoyait aujourd'hui. Ça n'est pas très bien, mais l'ONDRAF propose un délai, un report, pardon, de 30 ans. Si les taux d'intérêt sont suffisants, sont suffisamment élevés, et bien sûr 30 ans, je crois que ça résout les problèmes. Parce que le capital continuera d'augmenter. C'est vraiment une des grandes questions sur lesquelles on doit se pencher. Si l'on a des doutes quant à la viabilité de ce projet, eh bien finalement, cela est assez pratique pour les producteurs de déchets nucléaires. Et là, c'est là qu'il faut être très prudent. Il ne faut pas les laisser s'en sortir ainsi. Et c'est une contradiction finalement assez intéressante. Transparent suivant. Quelques conclusions.
Donc pour l'instant, nous n'avons pas de plan formellement adopté en Belgique. 30 ans de recherche. Peut-être que ces recherches seront utiles, peut-être qu'elles ne le seront pas. J'ai entendu ce que disait le docteur Thuillier. Moi, j'ai vraiment de grands doutes quant à la viabilité et la faisabilité de ce projet. Avec des puits d'argile non homogènes, proches de l'aquifère, il y a là un risque potentiel énorme, en plus de tous les problèmes techniques qui ont été évoqués. Est-ce que vraiment c'est faisable en Belgique? Moi, j'ai des doutes sérieux après avoir entendu tous les arguments. Et puis, il y a la certitude portant sur les coûts. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en Belgique, il y a une proposition qui a été faite, à savoir de reporter la sortie du nucléaire pour 2 des 7 réacteurs. Pas plus de 2025, mais 2045. Et ça, c'est complexe parce que il y aura plus de combustible irradié qui sera produit, avec donc un temps de refroidissement plus long, sans aucun plan présenté à l'heure actuelle pour gérer les conséquences techniques de ces tonnes de combustible usagé. Donc en fait, personne n'a vraiment réfléchi à l'entièreté du problème dans toute sa complexité. Merci. Bon, je vous propose qu'on passe aux questions. Après, on va s'arrêter. Il y a à peu près 20 minutes. Vous allez prendre